Alors, bonjour à tous, il est 16h10. Il ne faut pas être en retard pour bien vieillir. C'est aussi une question de temps. Donc restons dans les temps. On pourrait dire que la société de la longévité nous laisse plus de temps, puisque nous vivons plus longtemps. Donc d'une certaine manière, nous pourrions être moins pressés. Mais en même temps, nous sommes tous très pressés de bien vieillir. Voilà. Donc on va rentrer dans cet élément-là. Nous sommes là dans le salon Made in Tech. Et là, nous avons voulu volontairement, justement, être sur cette question de la société de la longévité, du bien vieillir, de la transition démographique, mais sans trop souvent s'est associé aux questions de santé. Et là, justement, ce qu'on voulait, c'était parler de tout le reste. Et souvent, tout le reste permet justement, en plus d'être en bonne santé. Ou c'est souvent parce qu'on vit mal qu'on peut être aussi en plus mauvaise santé. Et dans d'autres cas, c'est parce qu'on est en mauvaise santé qu'on se retrouve aussi à vivre mal. Et donc là, du coup, on va parler à la fois de prévention, on va parler de lien social, on va parler d'isolement, on va parler en effet, Eric, de plaisir. Parce que vivre plus longtemps, c'est pas juste pour battre un record. Ah, j'ai vécu plus longtemps que toi. Oui, d'accord, mais si tu t'es emmerdé toute la vie plus longtemps que moi, c'est pas super motivant. Hein, donc c'est aussi voir finalement l'utilité sociale, la manière d'utiliser les jours et les mois et les années que nous avons gagnés sur la vie. On rappellera aussi avant de démarrer que nous sommes en 2022, qu'il y a eu évidemment avec la Covid et autres. La Covid a été quand même un mouvement très anti-vieux, qui a plutôt favorisé, essayé de, voilà, qui a mis en difficulté et tué un certain nombre de personnes âgées et d'autres aussi. Voilà. Mais donc, de rappeler d'abord que si nous sommes là, c'est parce qu'en un peu plus d'un siècle, il y a une révolution démographique extraordinaire. En 1900, l'espérance de vie était de 46 ans, femmes, hommes confondus. J'aime bien de temps en temps de ne pas séparer. Je sais que la mode est plutôt à mettre chacun dans un coin, mais on peut aussi parfois mélanger. Voilà. Et donc, en 1900, l'espérance de vie, femmes et hommes confondus, était de 46 ans. Aujourd'hui, elle est à environ de 82 ans, presque le double. C'est quand même ça d'abord la réalité. La deuxième réalité, c'est que depuis 2015, il y a eu beaucoup de choses en 2015, mais il y a eu aussi que pour la première fois en France, le nombre des plus de 60 ans a dépassé le nombre des moins de 20 ans. Et puis on rappellera aussi que dans quelques années, en 2026, si on est très très précis, on va arriver, vous savez, j'avais parlé il y a très longtemps de la transition démographique. On a réutilisé le terme là, en analogie à la transition écologique. Et un des éléments de la transition écologique, c'est qu'il faut arriver face au mur par exemple du réchauffement climatique, pour commencer à bouger. Et bien avec le vieillissement, c'est un petit peu pareil. En 2026, le mur va vraiment nous tomber dessus, puisque les premières générations du baby-boom, ceux qui sont nés en 1946, vont arriver à l'âge de 80 ans. Pendant 30 ans, il va y avoir une explosion du nombre des plus de 80 ans, et avec aussi une explosion, c'est mécanique, parce que c'est auprès des gens de plus de 80 ans, pas tous, mais qu'un certain nombre sont dans des situations de santé beaucoup plus mauvaises. Santé physique, santé neurologique, mais aussi santé sociale, et parfois santé économique. Voilà. Et l'ensemble peut s'ajouter. Donc on est vraiment à ce moment-là. Et donc on s'est dit, profitons de ce salon pour évoquer ce sujet, mais on va l'évoquer justement sur une question beaucoup plus sociale et sociétale. Alors on va l'évoquer avec Véronique Levieux, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre, qui est la maire adjointe chargée du vieillissement au sens large, mais aussi des liens intergénérationnels, mais aussi de la solidarité. Là encore, on parle justement de ces sujets-là. Avec Yann Lanier, qui est le délégué général de l'association Les Petits Frères des Pauvres, en particulier sur la question de l'isolement. C'est vous qui, chaque année, répétez, revenez. Vous êtes un peu la Fondation Abbé Pierre de l'isolement. La Fondation Abbé Pierre relève à chaque fois le mal logement. Vous, d'une certaine manière, vous relevez le mal en lien, en quelque sorte, avec la question de l'isolement. Et puis avec Éric Sanchez à G2R La Mondiale, c'est toute la question. Alors, il y a beaucoup de choses à G2R La Mondiale, c'est un organisme de protection sociale, mais qui s'intéresse aussi justement aux enjeux de prévention. Et avec vous trois, on va pouvoir, de ce spectre-là, pouvoir toucher beaucoup de réalités. Et puis on va essayer aussi de garder un temps d'échange, parce que le lien social, c'est aussi de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir être dans la disputation, hein, c'est-à-dire qu'on peut être en désaccord, et c'est très bien d'être en désaccord. On est parfois dans des sociétés qui ne veulent plus être en désaccord. Une démocratie, c'est comment on organise pacifiquement le désaccord. Donc, après, on a aussi le droit d'être d'accord, hein, voilà, par ailleurs. Et puis, les médecins
sont acceptés dans la salle. Je tiens aussi à le rappeler. Voilà. Véronique, on va démarrer avec vous si vous en êtes d'accord. Et sur cette idée-là, alors c'est à la fois de votre poste, qui est un poste, je le rappelle, c'est la mairie, en même temps c'est le département. Donc une responsabilité qui est unique sur ces questions-là, puisque le département, c'est l'action sociale, puis la ville, c'est la cohésion aussi. Voilà, donc de ce point de vue-là, à la fois votre regard personnel et puis aussi, évidemment, ce que vous avez envie de dire par rapport à une ville et ce qu'elle fait. Mais d'abord, sur cette question, on pourrait dire grande ville, ville de jeunes. Il y a souvent cette idée-là. Sauf que même dans les villes de jeunes, vous savez, c'est comme dans les banlieues, les jeunes des banlieues. Parfois, il y a aussi les vieux des banlieues. Il y a les jeunes parisiens, mais il y a aussi les vieux parisiens. Puis comment on fait aussi entre les jeunes et les vieux? Enfin, voilà, toutes ces questions-là, je vous propose d'aborder. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Serge pour cette invitation. Je connais votre passion sur le sujet de la vieillesse et de tous ces enjeux. Donc je vous retrouve bien là pour essayer de poser cette question au cœur d'un salon qui ne s'y prête peut-être pas totalement spontanément. C'est un beau défi qu'on va essayer de relever collectivement. De remercier évidemment les organisateurs du salon. Je crois que c'est une première. Ça a l'air d'avoir rencontré un beau succès. Puis en plus, ça s'inscrit dans la présidence française de l'Union européenne. Donc je pense qu'aussi le défi du vieillissement, c'est un sujet qui concerne au moins tout l'ensemble des sociétés européennes et chacun a ses propres ressources. D'ailleurs, ça sera un travail comparatif intéressant. Donc moi, effectivement, je suis adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations. Comme vous l'avez dit, j'ai une double casquette puisque la ville est réunit à la fois les compétences du département et de la commune où on peut trouver toutes les actions pouvant être portées par le centre d'action sociale de la ville de Paris. Et puis, quand on a les chiffres, en tous les cas, les perspectives devant nous qui sont celles que vous avez déjà exposées, à savoir qu'en 2030, 25% de nos habitants auront plus de 60 ans, eh bien, il faut s'y préparer le plus longtemps possible, avec aussi la perception que c'est pas des vieux, un bloc, pas plus qu'il y a une jeunesse en un seul bloc. Il y a différents âges, qui plus est, puisque la longévité augmente, mais il y a différents besoins, différentes attentes, différentes aspirations, différentes ressources, capacités économiques, familiales, sociales. Et donc, quand on est à la tête d'une collectivité, on doit vraiment se projeter sur l'ensemble de ces besoins, et pas uniquement l'adjointe en charge de ce sujet-là, des seniors, c'est l'ensemble de l'équipe municipale. Puisque vous avez évoqué le bien vieillir dans une ville où peut-être qu'il y a beaucoup d'actions qui sont à destination de la jeunesse, que c'est une ville qui bouge, qui sort la nuit, qui a des mobilités dans tous les sens. Mais pour bien vieillir, il faut que tous ces aspects-là intègrent la diversité des publics, des usagers. Et on est une même personne citoyenne qui évolue au fur et à mesure des âges. Et donc, ça nous oblige à avoir ce regard dans les questions d'aménagement de l'espace public, de la régulation des mobilités, tous ces aspects-là, sur l'évolution de l'habitat. Nous, on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux aussi, où maintenant, eh bien, il y a des vies qui se passent dans les logements des bailleurs sociaux, et on doit aussi y travailler. Donc, c'est toute cette perspective que beaucoup d'acteurs commencent à intégrer et qu'on doit prendre vraiment dans cette globalité. Il y a évidemment, donc, avant d'arriver sur un sujet qui est peut-être plus en connexion avec le salon d'aujourd'hui, quand on aborde la perte d'autonomie, les problématiques de dépendance, fort heureusement, la grande majorité de nos seniors sont des seniors citoyens, actifs, qui participent à la démocratie locale, participative, parisienne ou à l'échelle des arrondissements, qui sont des bénévoles d'associations, qui sont des usagers, des acteurs économiques. Donc vraiment, c'est tout ça qu'on doit mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on soutient aussi, par exemple, des dispositifs d'innovation à leur égard. Et on sait que c'est un marché, hein, la silver economy, comme vous le savez, c'est très actif. Mais nous, Ville de Paris, que ce soit à la fois département et centre d'action sociale, on doit se préparer et mettre en œuvre toutes les actions pour faire bénéficier, et notamment peut-être celles et ceux qui ont le moins de ressources, aux activités sociales, aux activités culturelles, aux activités sportives adaptées. Là, on fait le lien avec la problématique santé et toutes les actions de prévention. Il y a un certain nombre d'acteurs, de partenaires, d'institutionnels. Je pense au PRIF, par exemple, à la CNAV. On y travaille. On a des sources de financement avec la conférence des financeurs, où on essaye de développer à l'échelle parisienne, à l'échelle des arrondissements et des quartiers, pour pouvoir toucher toutes les cibles,
pour développer l'ensemble d'actions de prévention qui peuvent être utiles. On travaille de concert avec les petits frères des pauvres, et Yann le développera encore plus aussi, la problématique du lien social, de la prévention de l'isolement, et là aussi qui est à la fois la résultante d'un processus d'isolement, mais qui peut aussi être à la fois une source comme le résultat d'une situation. Et donc là, les pouvoirs publics se doivent, avec les partenaires, et les associations sont extrêmement précieuses en la matière. On doit aussi travailler sur ce sujet-là pour que chacun, quel que soit dans son âge, mais à son rythme, ait les ressources, les acteurs autour de lui disponibles pour répondre à ces différents besoins, et avant même qu'il y ait des problématiques de santé. Et j'y mets aussi un acteur central, ce sont les services publics. Donc l'accès à des droits, on est très mobilisé sur le non-recours aux droits, puisque beaucoup de dispositifs existent. Il y a des allocations, il y a des soutiens économiques et financiers, mais on sait que toutes n'ont pas la même capacité de se projeter sur le savoir, faire le tri sur les dispositifs, faire la démarche, avoir accès au numérique, parce que beaucoup de services des dispositifs sont liés au numérique, et la fracture numérique existe, donc on y travaille. Donc c'est vraiment tout un champ d'action sur lequel on est amené à intervenir, pour faire en sorte à ce que nos seniors, et on sait qu'il y en a qui quittent Paris, mais ils quittent Paris quand ils prennent l'âge de la retraite parce qu'ils venaient pas de Paris à l'origine, ils sont venus à Paris pour travailler, ou parce que la famille s'est aussi déplacée, ils veulent se rapprocher de leurs proches. Mais évidemment, nous, on a l'objectif que ces seniors, dans l'avancée en âge, se sentent bien, et l'ensemble des ressources, des acteurs, et parmi eux, il y a évidemment aussi le pôle de la santé, les médecins, et on est très contents, j'espère qu'il y en a dans la salle, parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour assurer une présence médicale sur tous les territoires parisiens, accessible à tous les secteurs, et je pense au secteur 1, avec des médecins généralistes qui se déplacent à domicile. Voilà, c'est un message qu'on porte parce qu'on sait que c'est un enjeu. Et si on veut que nos personnes âgées, hommes et femmes, vieillissent bien, il faut que cette offre-là soit présente. Donc on essaye de développer des dispositifs, mais c'est un enjeu. On en a aussi besoin, juste pour clore ce chapitre-là, parce que c'est vraiment pas du tout en contradiction, dans des lieux plus dédiés sur la vieillesse et qui accueillent les personnes en situation de dépendance, par exemple dans les EHPAD, dont on parle beaucoup, mais on a des problématiques de recrutement, que ce soit sur le personnel soignant, sur les médecins, et on en a besoin. Même si tout ne doit pas être piloté par le sanitaire, y compris dans ces lieux-là, la partie sociale est extrêmement majeure. Les postes dédiés à l'animation, nous, en tous les cas, on les maintient, on les soutient au sein du centre d'action sociale et des EHPAD qui sont pilotés là. Mais il y a quand même une partie sanitaire qui doit être là. Et là, il y a un vrai enjeu d'attractivité des métiers. Mais c'est encore un autre aspect. Voilà pour commencer. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là pour le moment. Il y a en effet, merci à vous, il y a en effet beaucoup de choses à dire. On reviendra ou pas, mais sur la question des métiers. Et finalement, derrière, c'est la question de l'image. C'est-à-dire qu'on pourra faire toutes les réformes du monde s'il n'y a pas assez de gens qui ont envie de venir travailler dans le secteur ou qui ont envie d'y rester. Voilà, ça sera compliqué. Et pour ça, il y a aussi des choses, il y a de l'argent à mettre sur la table, il y a plein d'autres choses. À la fois, c'est complètement dans le cœur du sujet, et ça fait aussi lien, Yann, parce que avec les petits frères des pauvres, vraiment, vous intervenez beaucoup sur la question de l'isolement des plus âgés. Mais je voudrais qu'on y revienne, et qu'aussi, parce que les petits frères des pauvres, c'est l'isolement, mais c'est aussi des bénévoles de tous les âges d'ailleurs, qui justement luttent contre cet isolement. Ce qui est intéressant, on l'a vu avec l'intervention de Véronique, c'est que cette notion très large, on vit dans des villes, des grandes, des petites et ainsi de suite, les gens sont parfois en lien avec d'autres, parfois pas, et voilà, une partie, mais encore une fois, les seniors, mais comme d'autres, sont aussi des acteurs citoyens. Et donc ce qui est intéressant avec les petits frères des pauvres, c'est que ce n'est pas une demande « Ah, l'État intervenez, faites qu'on soit en lien », c'est aussi comment on s'organise, on co-organise les choses, avec souvent d'ailleurs en s'appuyant sur les communes et avec les communes, mais comment on organise justement cette lutte contre l'isolement. Donc à la fois l'enjeu de l'isolement, la réalité de l'isolement, et en même temps le fait qu'on peut aussi y répondre. Merci Serge. Et sur ces questions de l'isolement, moi je commence toujours par rappeler que l'isolement social, même s'il a tendance à grandir malheureusement quand l'âge arrive, il commence bien avant, et toutes les tranches d'âge aujourd'hui, y compris les enfants, peuvent être victimes d'isolement social. Donc on a un isolement social à tous les âges de la vie. Le confinement, notamment le premier confinement, les médias ont beaucoup mis en avant la question notamment des étudiants, souvent étrangers, isolés sur des campus pendant ce premier confinement. Donc il ne saurait y avoir une association immédiate de âge et isolement. En revanche,
la question du renforcement des phénomènes d'isolement social quand arrive l'âge, se fabrique. Et les chiffres, et Serge, merci de les comparer à la Fondation Abbé Pierre, j'emploie également souvent cette comparaison, puisque les données font référence dans le secteur d'activité. Elles sont reprises par tout un tas d'acteurs, y compris vous, peut-être dans le champ des innovations technologiques. J'aurai, j'espère, l'occasion d'y revenir, parce que c'est un champ sur lequel on a parfois, souvent, très souvent même, une analyse assez critique sur quelques initiatives qui sont vendues comme pouvant contribuer à la lutte contre l'isolement social et qui, selon nous, n'y contribuent pas forcément. Ce qu'on documente aujourd'hui, baromètre des petits frères des pauvres de octobre 2021, c'est 530 000 personnes en situation de mort sociale, 530 000 personnes de plus de 60 ans en situation de mort sociale dans le pays. L'équivalent de la ville de Nantes, 530 000 personnes coupées de 4 cercles de sociabilité essentiels, la famille, les amis, les activités associatives, socio-culturelles et le travail, puisque on commence à 60 ans, donc à un âge où on peut encore avoir des gens qui travaillent. 2 millions. 2 millions, c'est le nombre de personnes de plus de 60 ans, en plus de ces 530 000, coupées de 2 de ces 4 cercles de sociabilité. Vous voyez, on arrive à 2 500 000 personnes sur 17 millions de plus de 60 ans. C'est juste énorme. Et nous, on se bagarre dans notre action de type plaidoyer pour que, notamment au sens médical du terme, l'isolement social soit vraiment pris en compte comme un facteur aggravant des phénomènes de glissement qui vont amener peut-être plus tôt la dépendance ou les surmédications. Donc on a vraiment une question centrale, à la fois parce que les gens qui malheureusement vivent ces situations, vivent des situations qui sur le plan humain, psychique, sont extrêmement difficiles à vivre, et puis une société ne peut pas s'affirmer bienveillante vis-à-vis de ses concitoyens quand, tant sur la question du vieillissement, de l'isolement social ou de la préparation à la gestion de la dépendance et de l'autonomie, elle a autant de trous dans la raquette. L'actualité, je ne vais pas y revenir, de ces dernières semaines le montre de manière assez forte. Donc effectivement, les petits frères des pauvres, ça fait depuis leur création, c'est-à-dire depuis l'année du baby-boom, Serge, 1946, qu'ils agissent pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Et ils choisissent de le faire d'abord et avant tout en mobilisant des citoyens, des bénévoles. Il y a 15 000 bénévoles aux Petits Frères des Pauvres, une trentaine de milliers de personnes qui participent de nos actions, qui bénéficient de nos actions. Donc vous voyez, quand on est très humble et très modeste, hein, quand on documente 2 500 000 personnes, 6,5 millions de personnes, je peux vous citer plusieurs chiffres, 6,5 millions de personnes qui disent souffrir de solitude, solitude et isolement social, ou ressentir de la solitude plus exactement. C'est pas tout à fait la même chose, mais on est face vraiment à des phénomènes sur lesquels nous, on ne peut qu'appeler des responsables des pouvoirs publics, des responsables politiques à s'en emparer vraiment sérieusement. Et contrairement à d'autres champs, notamment celui de la dépendance et de l'autonomie, ce n'est pas à coup de travailleurs sociaux supplémentaires qu'on réglera la question. On peut mettre 30 000 travailleurs sociaux demain en plus dans le pays pour gérer les problèmes d'isolement social. Selon moi et selon nous, ça ne servira strictement à rien. C'est bien pour ça qu'on est en train de travailler à une sorte de chaîne ADN qui va aller de missions totalement nouvelles pour les Petits Frères des Pauvres. On est en train d'acquérir l'agrément complémentaire de l'école. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez nouveau pour des associations dont l'objet est d'abord et avant tout le vieillissement, pour pouvoir sensibiliser collégiens et lycéens à plusieurs sujets dès l'année prochaine, de manière assez massive. La lutte contre l'agisme, contre les discriminations liées à l'âge, qui est encore une discrimination dans un monde où on a une jeunesse qui est très très sensible à tout type de discrimination. Celle-ci, particulièrement, elle est encore assez politiquement correcte, beaucoup trop à notre goût. Donc on va notamment travailler à en faire, au même titre que d'autres, une vraie discrimination sur laquelle on va réussir à provoquer de l'indignation. Mais je souhaite également qu'on puisse arriver à fabriquer des choses un peu nouvelles qui sont, encore une fois, un trou dans la raquette, par exemple, dans les politiques éducatives. C'est l'éducation au lien.
on n'éduque pas aux liens aujourd'hui. On n'éduque pas à entretenir des liens d'amitié, des liens avec la famille, tout comme une des manières qui sera la nôtre de fonctionner demain, en plus de ce que font nos bénévoles, c'est de former les acteurs sociaux au sens large du terme. On sort des outils là pour des personnels de mairie, Véronique, qui peuvent être notamment en front avec du public, mais également des commerçants, pour pouvoir repérer des situations d'isolement social. Car l'une des clés, c'est la question du repérage, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. C'est aussi la question comment on crée les conditions que on amène les gens à consentir, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire, à consentir, d'accepter qu'ils sont isolés, que c'est pas normal, et que justement on peut les mettre en relation avec des gens dont la mission est de pouvoir lutter contre l'isolement. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir, ça je ne veux pas monopoliser la parole. Super, merci beaucoup. C'était à la fois donc encore une fois, bien vieillir, c'est aussi bien vieillir avec les autres. Et donc, c'est comment on se sent avec les autres, comment on se sent dans une ville, qu'elle soit petite ou grande. Bien vieillir, ça se prépare aussi. Et c'est aussi, on l'a dit, pas que les médecins, mais c'est aussi la question de la santé. C'est aussi une question plus large de se sentir justement en lien, mais aussi parce qu'on se sent bien avec son corps, on se sent en forme. Et là aussi, souvent, on se retrouve en lien avec d'autres. Éric Sanchez, à l'Action sociale, vous êtes entre autres à piloter autour de tous ces travaux ou toutes ces actions un peu partout dans la France sur justement ces enjeux de prévention. J'aimerais bien que vous en disiez quelques mots. Merci. C'est pas aujourd'hui qu'on fera une séance de relaxation pendant notre atelier, et c'est pas aujourd'hui qu'on redécouvrira les vertus du silence, en tout cas, dans ce brouhaha. Donc, merci Serge pour cette présentation. G2R mondiale, c'est 15 millions d'assurés. Et c'est 5 millions de retraités en France. Donc du coup, là, j'ai l'impression que j'ai plus d'accent marseillais quand je parle dans ce micro que quand je parle normalement. Ne me jetez pas des cailloux. Mais c'était pour montrer qu'il n'y avait pas que Paris qui était présent. Voilà, ne me jetez pas des pierres. Donc l'enjeu est fondamental pour nous. Moi, ce que je trouve très intéressant et dommageable, par contre, il y avait 3 jeunes personnes là qui étaient à côté de toi, Véronique, tout à l'heure, qui se sont levées, qui sont parties. Et même si, moi c'est ce que je dis à mes jeunes dont je m'occupe dans les arts martiaux à Marseille, je leur dis arrêtez des fois de faire du sport avec la bouche. Je ne dis pas ça parce que c'est des Marseillais, mais parce que des fois ils parlent beaucoup, mais il faut faire, il faut pratiquer et il faut franchir ces premiers pas qui sont très importants. Et ce n'est pas juste une boutade quand je dis ça, c'est que la façon de faire venir les personnes à ces questions de prévention, à ces questions de lien, etc. Moi j'ai beaucoup de respect et d'affection pour les fraternités des petits frères en France, parce qu'on travaille avec pas mal d'entre elles, notamment celle de Marseille, que je connais depuis très longtemps. C'est vraiment ce côté de amener les personnes petit à petit à se découvrir, à se dévoiler, à faire des choses avec d'autres, à partager. Et nous, on a travaillé avec eux, notamment à une époque où on bossait sur des journées de un peu fraternité comme ça. On faisait venir des personnes âgées très isolées qui restaient pendant des mois à leur domicile. Et on les faisait venir d'abord en commençant à les rencontrer à leur domicile et en prenant un café avec elles, en discutant. Et après, on les amenait sur ce qu'on appelle un village bien-être, c'est-à-dire qu'on a déployé dans toute la France des caravanes itinérantes ou des villages bien-être sédentaires où on faisait découvrir aux personnes différentes pratiques, des pratiques qui ne sont pas liées à la santé punitive, au sens des injonctions, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas faire l'amour avec sa copine, etc. Enfin voilà, des tas de trucs qui font chier un peu tout le monde. Mais je ne dis pas que ce n'est pas important, sauf que le cerveau, il n'est pas fait comme ça. Il est fait pour apprécier des choses positives. Il est fait pour donner envie. Et je crois que ce mot-là, nous, on l'a ressorti à chaque fois qu'on a fait des bilans de toutes ces actions. C'est la question de la convivialité, la question du plaisir et la question que les personnes vont découvrir qu'elles franchissent des petites marches par elles-mêmes en termes de prévention. Et ces petites marches, soit ça leur donne de la dignité parce qu'elles sont sorties d'elles-mêmes et de chez elles, soit ça leur donne la capacité, le sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, qu'elles sont en capacité de faire des choses. Mon professeur disait, le sport quand on est jeune, c'est le dépassement de soi, et quand on est vieux, c'est le dépassement de soi par les autres. Et du coup, c'est pas terrible comme image. Du coup, on transforme le regard là-dessus, et on se dit, si ce sont des activités physiques adaptées, et que la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, et valoriser à travers des apprenants, à travers des apprentissages et des pratiques de prévention comme ça, mais qui soient vraiment basées sur la convivialité, le plaisir, le partage, faire ensemble. Et ce ne sont pas que des techniques. C'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Véronique sur notre sujet.
il ne faut pas que des super techniciens, il faut des gens aussi qui aient la capacité d'habiter ce qu'ils font et d'habiter la pratique qu'ils proposent. Et pour ça, et je pense que Madame la maire adjointe en sera d'accord, c'est vraiment aussi des gens qui sont convaincus et des gens qui ont un peu, la foi c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, qui ont de vraies convictions et un engagement. Et ça, Serge, pour reprendre ton propos, dans tout ce qu'on retient, dans tout ce qu'on a fait, quand ça fonctionne, c'est parce que les gens s'engagent. Aujourd'hui, en psychologie, on travaille vraiment sur ces questions de théorie de l'acceptation et de l'engagement. On ne peut pas faire quelque chose à la place de la personne. Et on ne peut pas la sauver, entre guillemets, si elle n'en a pas envie. Donc ça veut dire que toutes les actions qu'on mène, qu'elles soient préventives, qu'elles soient sur la lutte contre l'isolement ou autre, il faut à un moment donné que la personne elle soit considérée comme un sujet d'action, un sujet de droit et un sujet d'engagement. Si on ne le fait pas comme ça, on n'arrive pas à maintenir les choses dans la durée et on a de très belles expérimentations, mais qui au bout d'un moment font pchit. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans toutes ces recherches appliquées avec des scientifiques sur la prévention, c'est qu'est-ce qui motive les personnes à rentrer dans ces démarches, qu'est-ce qui fonctionne, donc quels sont les ressorts motivationnels par rapport à ça, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans la durée, quelle est la posologie, pour reprendre un terme médical, c'est-à-dire quelle est la durée, quelle est la fréquence, quelle est l'intensité de l'action, etc. Et qu'est-ce qui fait que ça va perdurer dans le temps. Et après, l'autre modèle qui nous importe à G2R La Mondiale, c'est quel est le modèle économique qui fait que c'est tenable pour la société. Parce que si c'est un modèle qui dit que c'est que une prise en charge à 100% tout le temps de tout, et que les gens parfois peuvent même dévaloriser le service parce qu'on le considère comme gratuit, donc quelque part pas très valorisé, ça ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire que c'est aussi une construction de partenariat entre les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs, etc., pour vraiment travailler ensemble. Et on voit que dans les résultats qu'on a qui sont positifs, c'est parce que tout le monde a envie de travailler ensemble et que les gens se sentent moteurs. Et les personnes qu'on avait sorties de cet isolement nous avaient dit, mais voilà, j'ai trouvé une copine, j'ai trouvé un ami, et maintenant on va faire ces pratiques-là ensemble. Et quelque part, c'est pas grave, c'est un biais qui fait que la personne va rentrer dans une démarche de prévention, mais très tranquillement. Moi, j'avais écrit un post à un moment donné sur LinkedIn sur les petits comportements du quotidien. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant dans les actions de prévention que d'accentuer sur des choses qu'on va intégrer chacun dans son quotidien. Si on vous dit que vous devez faire tant de choses tous les jours pour aller bien, mais ce n'est pas possible. Suivant quand vous êtes dans votre vie personnelle un peu compliquée, ou au travail, ou même à la retraite, vous n'allez pas intégrer tout ça. Par contre, si on vous amène tranquillement à modifier vos comportements du quotidien en disant ben, je marche un peu plus, je souris un peu plus à la personne, je discute un peu avec mes voisins, je modifie un peu mon alimentation, je prends quelques respirations, je prends le temps de me réveiller tranquillement, j'accède à des connaissances, je rencontre des gens, j'apprends encore. Et toujours, là du coup, c'est quelque chose qui va imprégner votre quotidien et on est fait de cette façon pour transformer les couches de notre cerveau quelque part par d'autres qui vont s'implémenter et faire modifier dans la durée les comportements. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que vraiment, cette communauté des humains, pour moi, c'est le plus important, c'est le trait commun à tout ça, c'est cette capacité qu'on a à prendre du plaisir, à se rencontrer comme aujourd'hui, et arrêter pas toujours le distanciel, la visio et tout, à se rencontrer, à échanger, à dire des bêtises. Ce n'est pas grave, mais vraiment, il faut créer cette société du lien qui donne envie de faire des actions de prévention ensemble, sinon ça ne tient pas dans la durée. Les injonctions ne fonctionnent pas de notre point de vue, quoi. Merci beaucoup Eric. En fait, sur ce que vous avez dit, ce qui interroge derrière, c'est, on l'a dit, transition démographique, bien vieillir, lien social. Dans une société individualiste, on ne va pas refaire le laïus là-dessus, mais c'est une réalité avec des générations d'ailleurs qui ont été élevées à l'individualisme. De certaine manière, les plus anciens des seniors étaient un peu d'avant, mais les seniors qui arrivent sont des gens qui, du premier jour de leur vie à aujourd'hui, ont été dans une culture individualiste. Donc il y a cet élément-là. Il y a quelque chose où on va dire beaucoup, notion de défiance. La société française est connue pour être une société, dans les sociétés occidentales, la plus en défiance des autres. Il y a une étude qui s'appelle les fractures françaises, tous les ans, qui ressort et qui montre, on pose une question toute bête aux gens, on dit, la première fois que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelle est votre première réaction ? La première réaction, c'est je m'en méfie, et on est à peu près à 70, 80, 85% de gens qui disent je m'en méfie d'abord. Et plus on descend d'ailleurs dans l'échelle sociale, plus je m'en méfie beaucoup, puisqu'on est à 94% par exemple pour les ouvriers. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est pas du tout une question d'âge. C'est vraiment une question sociale beaucoup plus forte. Et puis on est dans une société où la question de l'engagement
est interrogé. On va dire, les gens ne s'engagent plus, et ainsi de suite. Alors, ils ne s'engagent plus au sens classique du terme. Beaucoup de mes collègues sociologues regardent les chiffres et disent plus personne n'adhère, donc plus personne ne s'engage. Sauf qu'on peut s'engager très différemment qu'en adhérant. Et parfois, d'ailleurs, l'adhésion n'est pas un engagement. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais, voilà. Alors, comment, dans ces réalités-là, cette notion individualiste, cette notion de défiance et cette notion d'autres formes d'engagement, comment on fait à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une association, à l'échelle d'une institution de prévoyance, comment on fait justement, face à ces trois contraintes, d'aller vers justement cette réponse qui est aussi celle du plaisir de vivre et du plaisir de vieillir. Comme vous voulez, ça peut démarrer autrement. Yann, oui, si tu... oui, je veux bien commencer. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi au Petit Frères des Pauvres. Je viens du champ de l'enfance-jeunesse. Vous voyez, j'ai voyagé un petit peu dans les âges pour rejoindre cette belle association. J'ai été très surpris quand j'ai regardé qui composait le public, les gens, le bras armé des Petits Frères, nos bénévoles. 25% des bénévoles ont moins de 30 ans. J'avais même moi un odieux préjugé. Je me suis dit, je vais trouver des bénévoles plutôt jeunes retraités actifs, et en fin de compte, on retrouve tous les âges et avec un spectre social extrêmement large. Et chaque jour qui passe me montre combien cette question du vieillissement, et je milite auprès, notamment là, on sort une campagne aujourd'hui, si vous allez sur le site des Petits Frères, vous la découvrirez, pour inciter l'ensemble des candidats à la présidentielle de ne pas faire du sujet, enfin de ne pas confondre les sujets. Vieillissement, perte d'autonomie, parce que si vous écoutez nos candidats, toutes écuries politiques confondues, on va tous à l'EHPAD. Hein. Tous. Parce que de toute façon, après 80 ans, ils pensent que tout le monde est à l'EHPAD. Donc, quand on leur redonne les statistiques du nombre de plus de 80 ans dans les EHPAD, et donc par déduction du nombre de plus de 80 ans chez eux, j'assiste à quelques décrochements de mâchoire qui m'étonnent. Parce que quand même, voilà, les chiffres, c'est un peu comme Serge parlait de l'environnement, sont à disposition de tous. Donc moi, je suis très très heureux de constater que cette question du lien, des liens, du vieillissement, elle existe à tous les âges de la vie, mais elle est presque politiquement incorrecte. Quand vous êtes jeune, on a l'impression que dès qu'on parle de vieillissement, c'est pas un sujet sympa, donc on n'en parle pas, alors que moi, je trouve que ce sujet intéresse et il renvoie à plein de choses de l'ordre de l'intime, de la relation qu'on peut avoir avec ses parents, ses grands-parents. Enfin, chacun a une source un petit peu différente pour s'engager. Donc, nous, pour essayer de répondre à ces questions-là, au-delà des bénévoles, on a mis en place un dispositif dont je suis plutôt étonné du succès. Le 1er octobre dernier, le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées. Donc c'est la journée où traditionnellement les Petits Frères des Pauvres sortent leur rapport. Donc tous les 3 ans, un rapport sur le baromètre de l'isolement social, et entre les deux, ou entre les 3 plus exactement, un rapport plus thématique. Et cette année, en 2022, nous serons sur vie affective et sexuelle chez les plus de 60 ans. Alors, c'est pas que pour attirer des journalistes qui ne manqueront pas d'être intéressés par le sujet, c'est parce que là aussi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Vous savez, 60 ans, c'est l'âge où on divorce le plus dans ce pays. Et Serge, je suis très content que tu le rappelles, il y a des quartiers prioritaires politiques de la ville aujourd'hui où le nombre de plus de 60 ans est largement plus élevé que les moins de 25, et la problématique, elle est surtout sur... les problématiques sociales sont sur les vieux locataires. Voilà, et sur comment on fait, qu'est-ce qu'on fait des vieux locataires. On a lancé un dispositif qui s'appelle Chasseurs de solitude. Moi, je ne demande pas à toute la population de rejoindre les Petits Frères comme bénévoles. Il y en a beaucoup qui le font. On a d'ailleurs du mal à trouver des missions, des personnes à accompagner à tous les gens qui souhaitent rejoindre l'association. J'ai toujours un volet de 2 à 3 000 bénévoles qui attendent des semaines, parfois des mois, avant qu'on leur donne une mission. Donc, on n'a pas à se plaindre là-dessus, mais je suis intimement convaincu que les moyens de changer cette question, c'est que vous tous, nous tous, on puisse réfléchir si dans votre rue,
dans votre cage d'escalier, dans votre lotissement, là où vous résidez, vous avez peut-être en tête une personne qui vit de l'isolement social ou qui est en train de décrocher en termes de contacts sociaux. Eh ben, on a simplement fabriqué des petits outils. Alors, ils ne sont pas disponibles en ce moment parce qu'on a été dépassé par le succès. Alors, c'était inscrivez-vous pour devenir chasseur de solitude, vous recevez un petit kit. Il y a des sachets de thé, un jeu de cartes, une petite affichette à mettre dans une cage d'escalier. Des conseils pour rentrer en contact avec une personne qui n'a peut-être pas parlé à quelqu'un depuis 2 mois et qui va peut-être pas forcément être d'un abord facile ou vous accueillir avec la banane jusqu'aux oreilles parce qu'on est des êtres sociaux, mais on désapprend à être des êtres sociaux. Et donc, on a un rôle là-dessus. Donc, on va refaire une campagne avant l'été, là. Et on a déjà 5000 citoyens qui ont décidé d'être des chasseurs de solitude. On sera dans 15 jours au congrès des CCAS pour inciter des villes et des CCAS à être partenaires du dispositif, à le relayer et à fabriquer des chasseurs de solitude sur leur territoire. Bref, c'est vraiment quelque chose qui relève de notre volonté à nous tous de citoyens. Et pour faire le lien avec les manières de s'engager différentes, de moins en moins de personnes croient que l'engagement, c'est simplement de mettre un bulletin de vote dans une urne. C'est certes un moyen important de s'engager, mais vous pouvez effectivement être client d'une association aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes adhérent que vous êtes engagé. Et moi, je vois des gens engagés autour de pages Facebook ou de tout autre, et qui sont adhérents à rien du tout, qui cotisent à rien du tout, et qui sont tout sauf président, secrétaire, trésorier ou je ne sais pas quoi. Donc effectivement, faut comprendre les nouveaux modes d'engagement, et le fait d'être engagé dans sa vie d'homme ou de femme en faisant sa part, me paraît être quelque chose de tout à fait important et à mettre en valeur. Merci beaucoup. Alors, je vais être aussi chasseur de temps. J'essaye de faire vite. Juste pour rebondir sur l'engagement et les nouvelles formes d'engagement, à la ville de Paris, avec le Centre d'action sociale, on a créé la Fabrique de la solidarité qui permet de mettre en lien tout Parisien et les besoins à long terme, moyen terme ou à très court terme de l'ensemble des associations ou des actions de solidarité sur le territoire parisien. Là, à l'heure actuelle, on a activé le dispositif pour aider à l'accueil des Ukrainiens qui sont de plus en plus nombreux sur Paris et l'aide aux réfugiés, à l'accueil des familles, des étudiants. Et donc, c'est pour permettre à chacun de s'engager en fonction de son moment de sa vie. Il y a des moments, il y a un engagement par l'adhésion, par la prise de participation d'un conseil d'administration, vraiment une implication de longue durée, un gros investissement. Et il y a d'autres moments où on se dit non, ce serait juste quelques heures, juste de temps en temps. Et donc, grâce à la Fabrique de la solidarité, on peut mettre en relation l'ensemble des besoins des citoyens parisiens qui ont envie d'aider d'une manière ou d'une autre, à l'échelle parisienne ou de leur quartier, et les besoins exprimés par les associations, et les petits frères des pauvres en font un certain nombre. Pour revenir sur l'isolement, ça rejoint les chasseurs de solitude, mais donc nous on avait lancé en tous les cas à l'échelle de Paris un dispositif il y a 3 ans, c'est Paris en compagnie. On met en relation des personnes âgées qui maintenant redoutent par exemple d'aller se promener seuls dans le jardin en bas de chez eux, qui redoutent d'aller prendre leur rendez-vous médical parce qu'ils ont peur de même le 10 minutes à pied, ça leur paraît insurmontable. Ils aimeraient bien aller au musée, mais ils ont peur d'y aller tout seuls. Et en face, on met en relation, là encore, des Parisiens, des citoyens qui sont très nombreux quand même à vouloir faire beaucoup de choses. Et on a mis en place une application. Alors du côté des seniors, le contact se fait assez rapidement, simplement par le téléphone. Et de l'autre côté, ce sont ces bénévoles qui se disent moi je veux bien accompagner telle personne pour faire cette démarche-là. Donc ça lutte contre l'isolement des seniors. Ça permet de faire de la relation, de l'information, de la mise en relation. Ça crée des moments de convivialité. Ça lutte contre l'agisme parce que ça permet d'échanger les regards dans les deux sens. Et on sait que c'est un enjeu pour nos sociétés qui portent un regard de dépréciation à l'égard de l'âge, qui portent aussi beaucoup de tabous, pas que sur les sujets de sexualité dans l'âge, mais c'en est un aussi, de valeurs un peu de productivité, et qui commence sur le marché du travail, puisque plus on approche de l'âge de la prise de la retraite, on sait qu'en termes d'acteurs actifs, on a un petit peu plus déprécié selon les secteurs que d'autres. Donc ce travail, voilà. Donc en tous les cas, pour revenir à Paris en compagnie, c'est un dispositif qui marche très bien, donc qui est porté, et Yann le sait bien, donc à la fois une réflexion à l'initiative de la ville de Paris et qui a trouvé une sorte de groupement avec Paris en compagnie, une structure qui pilote la maison et des aînés de Paris Centre, et Lulu dans ma rue, qui active le pôle communication. Donc voilà, ça c'est des initiatives
Donc il y a de l'engagement, mais c'est pareil, il y a des diversités de formes d'engagement. Et nous, notre responsabilité en tant que collectivité locale, c'est aussi de donner à voir la diversité, de lutter aussi contre ces blocages, ces tabous, ces frontières qui créent des fausses divisions, des fausses frontières entre les uns et les autres. Et c'est là où je reviens sur le début de mes propos, c'est que la ville aussi, dans son architecture, dans son évolution, elle doit penser à tous. Quand on pense aux seniors, eh bien, sans doute, on agit de manière utile pour les parents qui ont un moment des poussettes, pour ceux qui à un moment se cassent la figure et doivent marcher avec des béquilles. Donc on a tous, on n'est pas un moment dans un carcan pour une durée déterminée. On passe d'une problématique à une autre et donc on essaye de faire en sorte à ce que notre ville embarque tout le monde tout en respectant les problématiques spécifiques pour faire court. Merci beaucoup. Eric, dans AG2R, il y a justement à propos de ces formes d'engagement, il y a aussi tout un travail avec des bénévoles. Voilà, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus rapidement. Oui, nous, on avait un réseau qui était un réseau d'amicales de retraités, qu'on a rebaptisé, entre guillemets, réseau des sociétales. Ce n'était pas juste cosmétique, ce n'était pas simplement pour changer le nom. On a voulu que les gouvernances de ces amicales de retraités en France, qui sont 5000 adhérents et une quarantaine de structures associatives, changent de comportement. C'était plutôt de l'occupationnel pour que les gens se rencontrent. Et on voulait vraiment qu'il y ait un travail pour le bien de la communauté nationale au sens large. Donc on les a formés sur la question des ruptures administratives en fonction des profils des personnes, parce qu'on a dans ces associations de retraités des gens qui sont d'anciens cadres de la fonction publique, des impôts, de l'administration et autres, et donc du coup qui peuvent être très utiles à leurs concitoyens. On a formé des personnes à la marche nordique, on a formé des personnes aux questions d'écoute, aux questions de l'empathie, etc. Donc l'idée c'était vraiment de faire une mutation de ces associations de retraités qui étaient plutôt pépères, je vais dire ça comme ça, pour qu'elles se transforment en quelque chose d'engagé. Et du coup, on a même formé un niveau au-dessus qui s'appelle les mentors. Et là, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment envie, elles, d'aller prendre leur bâton de pèlerin et d'aller former d'autres personnes dans ces sociétales en France pour dire, vous avez aussi la capacité, même à la retraite, de fédérer des équipes de bénévoles et aussi d'en former d'autres et de vous informer de ce qui est fait. Et on s'en sert comme quelque part à la fois des sentinelles pour récupérer les signaux faibles de la société pour AG2R La Mondiale sur le territoire, et en même temps de disséminer un peu ce type de pratique, mais toujours dans cette question de je suis utile, mais pas que l'utilité, je fais du bien aux autres et je me fais du bien, c'est un peu le don et le contre-don, et de ce point de vue, les gens s'y retrouvent, et les gens retrouvent deux choses, de la santé, un peu la patate, je vais le dire comme ça de façon triviale, et ils retrouvent aussi une perception de meilleure santé, et on sait aujourd'hui dans les études scientifiques que la perception de meilleure santé est un facteur de santé. Donc ça veut dire que c'est très important de capter et de s'appuyer, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais sur des études scientifiques très rigoureuses, parce qu'il y a plein de choses qu'on a aujourd'hui dans nos besaces et qui peuvent nous aider à savoir quel comportement favoriser dans le quotidien des personnes. Et le comportement de l'engagement, c'en est un. Et aujourd'hui, moi je faisais une conférence hier avec un médecin psychiatre sur la fragilité et l'incertitude du monde actuel et sa complexité. Bon, malheureusement, l'actualité nous donne un peu raison, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Tout n'est pas que fatalité. On peut rester raisonnablement optimiste ou raisonnablement réaliste, ok ? Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, et il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Mais ce qu'on peut faire, on peut le faire. Et faisons-le. Ça va embêter que vous regardiez mon crâne quand vous avez dit qu'il y a des choses où on ne peut rien faire. Mais alors, on est presque à la fin. On a dit en démarrant, on a bien vu ces questions d'engagement, ces questions d'isolement, ces questions de ville, c'est-à-dire là où les gens vivent. C'est toujours... souvent, je me dis, on pense beaucoup avec Internet, et parfois, il faut rappeler qu'il faut aussi penser avec les pieds. Les 500 mètres que les personnes peuvent faire, les gens âgés, mais d'autres aussi, finalement, font pas tellement plus. Et les 500 mètres en marchant, c'est en plus très bon pour la santé et très bon pour ce lien. Mais là, on est dans un lieu dédié beaucoup aux innovations technologiques. Il ne s'agit pas de dire la transition démographique, c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser seulement aux ingénieurs. Mais il y a quand même un petit peu de ça. Comment vous voyez, à la fois positivement et négativement, tous ces outils numériques ou autres qui sont, ou pas, des moyens aussi de reproduire du lien social, de recréer, de lutter contre l'isolement, ainsi de suite. Quel est votre regard à vous trois par rapport à cela ? En arrivant au Petit Frère des Pauvres, Serge, moi j'ai découvert un nouvel univers. J'ai une sollicitation par jour
par les réseaux sociaux d'une start-up de la Silver Economy qui reprend les chiffres de l'isolement social et qui nous a inventé le chat connecté. Je pourrais vous citer plein d'innovations. On est en train de faire un musée des horreurs, nous, pour de tout ça, parce que derrière, je vous parle. Dernièrement, j'étais. Alors maintenant, en ayant un petit peu plus d'assurance sur le sujet, je réponds aux sollicitations pour faire un petit Teams avec des gens qui vous disent qu'ils sont une entreprise de l'économie sociale et puis qui sont une SAS toute bête. Mais enfin, alors moi je suis un vieux militant de l'économie sociale, ça me rend dingue. Bref, je vois le silver business, je le vois bien. Je pense qu'il y a des innovations technologiques qui sont particulièrement intéressantes, notamment dans le champ de la dépendance. Et il y a des aides. Il y a des aides, notamment domotiques, qui peuvent être quelque chose d'important. Et après, il y a tout un tas de sujets où, franchement, je pense que voilà, ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Sur l'adaptation de la ville, c'est vraiment, Véronique, quelque chose d'important. Encore une fois, pour faire une comparaison avec le début de la vie, on n'imagine pas aujourd'hui dans une collectivité, même une petite, gérer les 3-6 ans et les 14-18 ans avec les mêmes dispositifs, les mêmes compétences, etc. En revanche, il a fallu presque 40 ans pour qu'on arrive à structurer tout ça, le champ de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, etc. Et je pense qu'à l'autre bout de la vie, on va arriver à la même chose. C'est-à-dire que les aspirations des 45-50 ans pour la préparation et la prévention de l'isolement social, du vieillissement, c'est pas les mêmes politiques ou c'est pas les mêmes dispositifs que 60-75 ou après. Alors, mes strates sont bien sûr tout à fait contestables, mais on a vraiment du travail à faire d'adaptation de la ville, d'adaptation du logement. Il y a cette vague autour de l'habitat inclusif qui est en train de démarrer. Et je pense qu'on va assister, mais il va falloir 15 ans, à quelque chose de tout à fait nouveau, qui va rentrer, Serge, dans les aspirations socio-culturelles d'une nouvelle génération de retraités ou de seniors là, qui est radicalement différente de la génération qui l'a précédée. Donc un écosystème va se mettre en place. Les techs ont leur place dedans, mais leur juste place, et pas les techs sont la réponse. Vous voyez, le Tamagotchi, moi, pour reprendre un vieux truc, parce qu'on réinvente que ça aujourd'hui. Bon, voilà, je suis assez critique là-dessus. Merci. Véronique, alors rapidement, je sais qu'on est très prise par le temps. Moi, toutes les évolutions technologiques, on les soutient dès lors que ça répond à une problématique, ça apporte une solution, que c'est validé par les professionnels et par les bénéficiaires, dont les seniors. Les technologies gadgets, pour nous, ça n'a pas trop d'intérêt. Si c'est un verre connecté qui nous permet dans les EHPAD de bien suivre l'hydratation de nos résidents, oui, et donc on le met en œuvre. Si c'est des dispositifs qui peuvent aider à l'expression de sentiments, et on a des poupées connectées, des sujets, il y en a, ça marche sur des publics, d'autres non, donc il faut l'adapter. Donc voilà, nous on est prêts à soutenir, à aider, mais l'innovation technologique pour l'innovation technologique, si ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Voilà, je fais court. C'est simple et c'est clair. C'est vrai que parfois, plutôt que 15 robots, un chien, c'est pas mal aussi dans une maison de retraite médicalisée, par exemple. Alors, Eric, je crois que vous aviez un exemple ? Oui, rapidement. Nous, on a fait une expérimentation scientifique sur la prévention des chutes. En fait, il faut savoir que lorsque les personnes font des ateliers pour la prévention des chutes, les animateurs restreignent en fait l'intensité de l'exercice parce qu'ils ont peur que les personnes chutent. Donc du coup, on a travaillé sur une appréciation de nouvelles technologies en réalité virtuelle. Et là, du coup, les animateurs peuvent pousser la personne. Et du coup, il y a une augmentation de la motricité, une augmentation de la proprioception. Donc ça veut dire que c'est l'usage qu'on en fait et c'est l'efficacité dans le réel qui est intéressante. Il ne faut pas dire c'est bien, nous on ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien, on n'en sait rien. Par contre, on teste. Si c'est pas utile, c'est pas utile. Et si ça a une utilité, et la dernière qu'on a faite sur la plateforme prévention, c'est pendant le Covid, les gens étaient chez eux. On a mené des ateliers de plateforme prévention à distance. Ils se sont appropriés des outils numériques, ils ont créé une communauté, ils ont chatté régulièrement entre eux, les gens, ils ont créé des instants et des moments de solidarité et ils ont amélioré tout leur quotidien alors qu'ils étaient à distance. Donc ça veut dire que là, c'était un palliatif qui était extrêmement précieux. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est une palette de solutions qui répond à la question de la ruralité, à la question de l'éloignement des structures. Il faut qu'on puisse répondre à tous les environnements et tous les écosystèmes possibles.
Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en termes de technologie, les systèmes à distance pour des gens qui justement sont éloignés peuvent évidemment très fortement contribuer. Il est tout juste l'heure, mais vous n'en avez pas fini. Il ne s'agirait pas que je me casse la gueule. Donc est-ce qu'il y a une question, une remarque? Eh ben voilà. J'ai beaucoup aimé cette panel et en fait, on a mentionné plan de vieillissement Europe. France, elle a pris la présidence de l'Europe. Je pense que plan de vieillissement et plan de santé sont très liés. Il y a une réunion à Lyon de ministres de santé, c'est très lié. On parle de la médecine, c'est médecine. Prévention, c'est aussi dans la médecine. On est beaucoup dans le curatif en France. Par rapport aux pays scandinaves, par exemple, on a beaucoup à apprendre. Et troisième chose, une idée que j'ai vue dans les pays scandinaves, et j'ai beaucoup aimé Humeur Marseillais. Marseille, c'est une ville magnifique. Engager les gens et faire le donnant-donnant. En pays scandinave, il y a un modèle concernant le logement. Il y a les personnes âgées qui donnent le logement aux étudiants. Donc c'est un partage qui est très intéressant parce que ça crée pas seulement le lien social, mais ça répond aux besoins des jeunes et ça fait travailler santé mentale des personnes âgées et ça marche très bien. C'est magnifique. Merci. Alors Véronique, on pourra dire que ça existe partout en France, dont Paris Solidaire et tout ça. Bon, après le succès, il reste exotique, on va dire. Mais c'est un élément parmi plein d'autres. Il y a une autre remarque, question. Oui, moi j'aimerais poser une question à vous quatre d'ailleurs, y compris Serge. Pour la transition démographique, c'est un facteur stratégique qui a un impact sur l'ensemble de la société dans laquelle on vit. Alors c'est extrêmement positif puisque c'est d'abord, c'est ce qu'a rappelé Serge au début, l'allongement de la longévité. En tant qu'Edge Platform Europe, on pose la question, nous, et en tant qu'Edge Platform France, aux candidats à la présidentielle, quid d'avoir un ministère de la transition démographique qui en fait soit donc transversal. Alors l'idée ne vient pas de nous, elle vient de Michel Delaunay. On la soutient complètement et cette question qu'on pose plus ou moins, je vois Serge, bon, donc on la pose à l'ensemble des candidats à la présidentielle, mais là en l'occurrence je profite de cette session pour vous la poser à vous. Alors, commencez à y répondre, vas-y. On terminera là-dessus tous les quatre. Juste une petite anecdote là-dessus. Le taux de fécondité en France a baissé sur ces 3 dernières années. Et pour autant, quand je regarde aussi les programmes, les lignes consacrées à la petite enfance et à la construction de crèches ne cessent d'augmenter. Il y a un moment, l'offre et la demande vont arrêter de se rencontrer. Tout comme quand on regarde de manière, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, la question de la transition démographique pourrait être gérée avec un périmètre ad hoc, comme vous savez, le Japon et la Grande-Bretagne ont créé un ministère de la solitude, 2016 et 2018. Donc on a des choses, après il faut se méfier sur les titres de ministère et puis s'il n'y a pas les moyens de conduire les politiques publiques, mais cette question démographique, elle impacte tout un tas, enfin on les a très rapidement ébauchés là, mais elle impacte tout un tas de sujets et il faut vraiment qu'on travaille pour que l'ensemble des décideurs publics, même les chefs d'entreprise, quand vous regardez les questions aujourd'hui de pyramide des âges dans les entreprises, ou les aspirations différentes, il faut absolument la prendre avec le bon niveau, au bon niveau en tout cas de l'organisation gouvernementale. Merci beaucoup, on va s'arrêter là, on va faire un peu d'activité physique, on s'applaudit tous. Ah oui, c'est très bon pour le corps. Voilà, merci à vous trois. Et je crois qu'il y a, voilà,